18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, Jean-Sébastien Ferjou. On accueille Gilles Kepel. Bonsoir Gilles Kepel, merci beaucoup d'être avec nous, spécialiste de l'islam, auteur de Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. On évoquait cette date, ce 7 novembre, c'était il y a un mois pile, les attaques du 7 octobre en Israël. Est-ce que, à vos yeux, il y aura un avant et un après 7 octobre, comme il y a eu un avant-après 11 septembre 2001, un avant et après 13 novembre 2015 ? Oui, un avant et après 6 octobre 1973, puisque c'était aussi quelque chose qui coïncidait avec l'événement il y a un demi-siècle qui avait vu la revanche arabe face à la guerre du Kippour, face à l'humiliation qu'avait été la guerre des 6 jours de 67. Indéniablement, c'est quelque chose qui va marquer la période et on ne va plus pouvoir penser ce qui se passe en Méditerranée, au Moyen-Orient de la même manière. Alors, quelle que soit évidemment l'évolution de la situation, il y a eu d'abord ce phénomène d'horreur des massacres du 7 octobre et qui font l'objet d'ailleurs d'une espèce de déni aujourd'hui, un peu comme ça avait été le cas pour le 11 septembre. J'ai été à l'époque très frappé parce qu'il y avait j'avais fait une mission dans le monde arabe à la demande du ministère des Affaires étrangères à l'époque, à la suite. Et c'était très frappant parce qu'on avait à la fois des gens qui disaient on n'a rien à voir là-dedans, ce sont en fait les Juifs qui ont monté ça pour faire du mal aux Arabes, et d'autres qui disaient bravo, c'est bien fait pour eux, etc. Et là, on a un peu la même chose dans le discours de Hassan Nasrallah que j'ai écouté en langue arabe directement la semaine dernière, voilà, le patron du Hezbollah. Il expliquait que en fait, les 1400 morts qui avaient été tombés en Israël le 7 octobre avaient été victimes de coups de feu erratiques de l'armée israélienne, si vous voulez. Donc, on a un petit peu, comme à l'époque du 11 septembre, une sorte de, si j'ose dire, de négationnisme d'opportunité, vous voyez. Qui est déjà en marche. Voilà, et donc il y a des éléments qui font penser qu'on est vraiment dans un enjeu très important. Alors là, la question maintenant, c'est évidemment ce que va donner l'offensive israélienne, puisque le chiffre qui circule aujourd'hui, je ne sais pas s'il est vérifié ou non, c'est de 10 000 morts, donc une grande quantité d'enfants. Du Hamas, hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de morts. Et donc, c'est quelque chose qui, évidemment, change la nature, qui polarise énormément les choses, non seulement sur place, mais aussi au Maghreb, ici, en Europe et en France, même sur les campus américains aujourd'hui. Et c'est une nouvelle nature de la relation. Alors, la grande question, me semble-t-il, c'est ce que vont faire les autres grands pays qui comptent, c'est-à-dire les pays du Golfe, ceux qui sont les pays ultra riches. Est-ce qu'ils vont conserver quand même sur un mezzo voce l'alliance israélienne qui avait été bâtie par les États-Unis? Et on a un peu l'impression que c'est le cas aujourd'hui en utilisant leur diplomatie du chéquier pour l'humanitaire. Vous avez vu que la Jordanie a monté un hôpital, a largué des cargaisons de villes. Voilà. Les Émirats annoncent la constitution de l'hôpital de campagne. Donc c'est un petit peu sur quoi ils se positionnent aujourd'hui, avec Qatar qui joue, lui, le rôle de l'intermédiaire, qui est aujourd'hui l'acteur clé pour la question des otages. Mais tout ça, si vous voulez, ça constitue un Moyen-Orient très profondément changé, avec la rivalité irano-arabe qui est d'autant plus forte, ce qui montre les limites qui étaient la médiation chinoise. On s'était dit, les Chinois, ça y est, font la médiation. En fait, non, ça n'a pas servi à grand-chose. Et c'est un vrai enjeu pour savoir ce que va devenir le Moyen-Orient. Et pour nous, Européens, si vous voulez, c'est aussi quelque chose de très important, parce que nous ne sommes pas les Américains. Les Américains sont loin. Nous mêlons sur notre territoire les enjeux de politique étrangère et les enjeux de politique intérieure. Gilles Kepel est l'invité de Europe 1 et de CNews. La grande différence peut-être aussi avec la guerre du Kippour que vous évoquiez en 73, c'est que l'islamisme, le salafisme ont énormément progressé dans nos sociétés et dans le monde entier. Est-ce que ça pèse lourd dans la balance? Oui, et d'ailleurs c'est la guerre du Kippour et du Ramadan qui l'a proclamé, qui l'a déclenché ce phénomène, puisque c'était pendant le Ramadan musulman, si vous voulez. Et donc, on n'a pas le droit de manger pendant le Ramadan. Allez combattre si vous ne mangez pas, c'est compliqué, ou de boire.
sauf si vous proclamez le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. Et c'est ce que les oulémas égyptiens et syriens, à la demande des dirigeants de l'époque, ont proclamé. Donc la guerre contre Israël n'était plus perçue comme une guerre nationaliste, qui était celle qui avait mené Nasser autrefois, mais une guerre religieuse, une guerre où s'affrontaient d'une certaine manière le bien et le mal. Et celui qui a tiré les plus grands bénéfices à l'époque, c'est l'Arabie saoudite du roi Faisal, parce que c'est l'embargo qui a été perçu comme la véritable victoire, puisque militairement, c'est Israël. Et là, on parle bien de 73. 73. Et si vous voulez, ce qu'on a aujourd'hui, c'est le développement de tous des germes qui ont été semés à ce moment-là. Alors, une question peut-être de Louis de Ragnel d'Europe 1. Oui, vous avez émis tout à l'heure un doute sur le fait qu'il y a un réel avant et un après, en tout cas dans l'esprit des sociétés occidentales. Comment est-ce que les gens vont vivre tout ça? Comment est-ce que, la question que je voulais vous poser, comment est-ce que vous expliquez qu'au moment du bombardement de Raqqa et de Mossoul, globalement, il y a un consensus dans la société française, et là, Israël est en train d'essayer de se défendre, et on voit bien les débats interminables sur la légitimité d'Israël à se défendre. Comment est-ce que vous expliquez cette distorsion? Oui, vous pouvez parler effectivement de Raqqa et de Mossoul ou la guerre civile en Syrie, où effectivement des atrocités énormes ont été commises à la fois par les djihadistes et par le régime de Damas, qui font que les sociétés arabes étaient dans une situation de beaucoup plus grande expectative. Et alors que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza fait l'objet d'une solidarité gigantesque dans le monde arabe, croissante, et en même temps, mais mal à l'aise la plupart des sociétés occidentales, parce que le nombre de victimes apparaît comme disproportionné. Vous pouvez effectivement dire qu'à Raqqa, personne ne s'est demandé combien il y avait de victimes. Alors, en même temps, les populations civiles à Raqqa avaient été assez largement évacuées, et ceux qui restaient dans les ruines de Raqqa, contre lesquels combattaient au sol les Kurdes, c'était les gens de Daesh, si vous voulez. Donc, vous n'aviez pas une population civile qui avait été prise au piège de la même manière qu'à Gaza, d'où on ne peut pas sortir. Tous ceux qui pouvaient étaient partis. Et à la fin, dans les ruines de Raqqa, comme dans les ruines d'un centre de ville syrienne qui était sous l'eau, vous n'aviez plus que les combattants des deux camps. Vous voyez, c'est peut-être aussi ça qui est... J'essaye de trouver des hypothèses pour répondre à votre question, je n'en ai pas la certitude. Jean-Sébastien Ferjou. Le sentiment d'humiliation est un moteur politique puissant dans le monde arabo-musulman. La culture de l'honneur, certainement aussi. Sur quoi d'autre on pourrait s'appuyer, vous qui connaissez très bien cette culture-là, pour essayer de préserver un contrat social en Occident, puisque vous le disiez, cette question-là est aussi bien une question de politique étrangère qu'une question de politique intérieure, parce qu'on le voit, notamment dans ce qui est dit dans le discours, le débat public ou sur les réseaux sociaux, ce sentiment d'humiliation est très très profond chez un certain nombre de gens qui se revendiquent comme musulmans, pas chez tous bien sûr, mais donc sur quoi d'autre s'appuyer pour essayer de préserver le lien entre les Français musulmans et les autres, en tout cas ceux des Français musulmans qui se sentent très affectés par le sort des Palestiniens et les autres. Gilles Kepel. Ce qui me semble quand même très frappant, c'est que avant l'humiliation ressentie par les Arabes et les musulmans, il y a eu aussi le massacre de 1400 Israéliens, d'une manière monstrueuse. Là, je parlais historiquement. Oui, j'entends bien. Mais donc là, et qui a été perçu par un certain nombre d'activistes comme une victoire. Donc je crois parce que de même que le 11 septembre était perçu comme la façon de montrer que l'arrogante, la superbe Amérique n'était qu'un colosse au pied d'argile. Et le phénomène a été dupliqué, si vous voulez. C'est quelque chose qui était présent dans les mémoires. Alors, dans le cas français, nos compatriotes musulmans, pour un nombre très significatif d'entre eux, ont utilisé la société française dont ils font partie, comme les autres, pour mener une véritable ascension sociale. Et donc le sentiment d'humiliation de quelqu'un qui est préfet, dont les parents étaient ouvriers kabyles, analphabète arrivé du bled, que quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui est écrivain, etc., montre que la société française, justement, a permis
des trajectoires d'ascension sociale formidables pour un grand nombre de ceux qui sont issus de cette population. Mais justement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, notamment, d'un certain nombre sur des réseaux sociaux, des mouvements salafistes assez implantés désormais dans la jeunesse, on désigne ceux qui ont réussi dans la société française, qui se sont identifiés à ces valeurs, tout en conservant par ailleurs leur foi, qui ne pose aucun problème dans la société laïque, si vous voulez, dans son expression privée et mystique ou intérieure ou religieuse ou autre, sont désignés comme des traîtres et des apostats. Et c'est à l'intérieur même de la population musulmane aujourd'hui, en France ou ailleurs, que ces clivages se renforcent entre ceux qui considèrent que s'intégrer dans la société française, la défendre, s'y identifier avant tout, en conservant sa religion, c'est de la traîtrise et qu'au contraire, il faut rompre avec celle-ci. C'est la logique salafiste de ce qu'on appelle en arabe el-wala ou el-bara'a, c'est-à-dire l'allégeance exclusive à la charia dans son côté le plus radical, le plus fermé, et le désaveu d'avec les valeurs de la société mécréante. Et c'est là que se joue, si j'ose dire, le Kulturkampf, ou le combat culturel entre une vision du salafisme qui vise à fracturer, à créer un séparatisme dans la société française, et celle de la plupart de nos compatriotes musulmans qui n'en veulent pas. Et c'est toute la difficulté. Et cette affaire de Gaza est instrumentalisée, bien sûr, par ceux-là même qui veulent la rupture, en disant finalement c'est la même chose qui se produit ici. C'était ce que Daesh avait déjà fait autrefois. C'est la même logique. Gilles Kepel, vous êtes celui qui a théorisé le djihadisme d'atmosphère. Aujourd'hui, évidemment, notre pays est plus que jamais sous la menace d'attentats terroristes. La menace djihadiste est sérieuse, réelle, importante, provenant de l'étranger ou au contraire endogène à vos yeux? Ça, c'est très difficile, bien sûr, à dire. Ce qu'on voit, c'est ce que j'ai voulu dire par le djihadisme d'atmosphère, c'est qu'après Al-Qaïda et Daesh, qui étaient des organisations, vous aviez des donneurs d'ordre et des receveurs d'ordre, qui passaient par des hiérarchies ou par des réseaux. Quand c'était à Raqqa qu'on prononçait des condamnations à mort, qui ensuite été mise en œuvre par la Roussi Abdallah à Magnanville, dont le procès de l'affaire s'est tenu récemment, ou par d'autres. Et après, ça n'a plus été exactement comme ça. Vous aviez donc tout cette espèce de milieu que je viens de décrire, qui passe sur les réseaux sociaux, etc., qui crée une atmosphère où on refuse la société, on refuse ses valeurs et on estime que le combat est légitime. Et puis, de l'autre côté, des étincelles qui vont provoquer dans cette atmosphère des embrasements. L'exemple type, quand j'ai un peu essayé de réfléchir à ça, c'est ce qui se passe en 2020. Alors, avec la republication par Charlie Hebdo des caricatures, alors même que la justice est en train de suivre son cours et de faire le procès, qui va enflammer Erdogan, le monde entier, et vous avez un Pakistanais qui n'était pas francophone, qui ne comprenait rien, qui était ici, qui va acheter des feuilles de boucher pour essayer de tuer 2 personnes qui fumaient une cigarette dans la rue devant les anciens locaux de Charlie. Ensuite, bien sûr, la Roussi Abdallah. Et enfin, ce Tunisien qui venait de passer la frontière à Vintimille et qui a poignardé des personnes dans la basilique de l'Annonciation à Nice. Voyez. Et donc, le djihadisme d'atmosphère, c'est ça que je veux dire. Et c'est la même chose aujourd'hui, après ce qui s'est passé en Israël ? C'est le gros problème. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'assassinat de notre collègue, le professeur Dominique Bernard, à Arras, dans son lycée, a été encouragé par cette atmosphère qui montrait l'attention après le 7 octobre. C'est arrivé juste après. C'était aussi presque 3 ans, jour pour jour, après que le Tchétchène avait décapité Samuel Paty. Donc oui, tout ça crée quelque chose d'assez complexe. Ça demande une bonne connaissance du terrain, une attention aux signaux faibles, et on ne peut que déplorer là que, alors que les renseignements généraux ont été complètement démantelés par Nicolas Sarkozy, aujourd'hui le renseignement territorial fait ce qu'il peut, mais il n'a pas les moyens parce qu'on s'est consacré dans la politique, des politiques publiques à ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire des GSE, des GSI, qui effectivement ont été adaptés à l'acte, à la violence, la menace djihadiste forte,
Mais aujourd'hui, cette atmosphère, elle est beaucoup moins efficace dans ça. L'analyse du phénomène et l'anticipation sont moins efficaces. Merci beaucoup Gilles Kepel d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Prophète en son pays, c'est votre livre aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous, merci Louis de Ragnel, Jean-Sébastien Ferjou. Dans un instant sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Hélène Zélani pour l'information et Christine Kelly pour ses débats de Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.